Bien le bonjour et bienvenue sur Écrit-Histoire, une chaîne qui s'intéresse à l'écriture et à l'histoire. Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je parlerai du style d'écriture. Si vous êtes désireux d'affiner votre plume, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Avoir un style d'écriture qui est efficace et qui plaît au lecteur, c'est le rêve de tout auteur. Pourtant, ce n'est pas toujours évident de trouver son style et surtout de l'améliorer. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 trucs pour rehausser votre style. Allez, c'est parti! Le premier conseil consiste à lire beaucoup et lire varié. À force de lire, vous allez être confronté à toutes sortes de styles d'écriture, mais pas que. Vous allez rencontrer de nouvelles expressions, du nouveau vocabulaire et de nouvelles tournures de phrases. Vous l'aurez compris, il ne s'agira pas que de lire beaucoup, mais aussi de lire varié. Varier les auteurs, varier le type de document, varier le genre littéraire, parce que plus vous variez, plus vous serez confronté à du nouveau vocabulaire, à de nouvelles tournures de phrases et à de nouvelles expressions. Par exemple, si vous lisez un article scientifique du côté médical, vous pourrez épuiser certains mots de vocabulaire à intégrer dans vos dialogues afin de rendre vos personnages plus vraisemblables. Dans mon cas, comme je lis beaucoup de livres d'histoire, j'ai pu me construire un vocabulaire et un savoir historique que je peux intégrer à mes romans afin de les rendre plus riches et plus vrais. Mon deuxième conseil consiste à utiliser un dictionnaire. Les dictionnaires peuvent paraître rebutants, mais ils sont essentiels et nécessaires lorsqu'on veut augmenter son savoir et son vocabulaire. Si le dictionnaire papier vous rebute, vous pouvez opter pour un dictionnaire virtuel. Il en existe des tas et d'excellents sur le web, mais aussi téléchargeables sous forme d'application. Personnellement, j'ai téléchargé 2 dictionnaires sur mon téléphone intelligent, un dictionnaire français et un dictionnaire anglais puisque je lis dans les 2 langues et je m'en sers tous les jours. Il ne faut pas hésiter non plus à utiliser un carnet pour inscrire les nouveaux mots qu'on rencontre en lisant et y mettre la définition. Cela permet de se rappeler du nouveau vocabulaire mais également de le réutiliser dans ses romans. Comme je lis dans 2 langues, j'ai un carnet pour mes mots en français et un autre pour mes mots en anglais. Mon troisième conseil consiste à rechercher des synonymes. Dans le monde littéraire francophone, les répétitions sont à éviter à tout prix. Elles saoulent rapidement le lecteur. Du coup, il faut penser à des synonymes. Il est possible d'en trouver dans les dictionnaires et sur le web et d'en dresser la liste qu'on garde à côté de soi lorsqu'on tape. Ainsi, on évite au texte de contenir trop de répétitions qui deviendraient lourdes et embêteraient le lecteur. Voyez l'effet du texte suivant. Le roi se leva, l'assemblée se leva aussi. Il salua l'assemblée et se retira. Il rejoignit la reine qui s'était retirée dans la pièce d'à côté. La reine l'embrassa, le roi lui prit la main et l'embrassa. Le valet du roi l'informa que son carrosse était prêt. Le roi et la reine suivirent le valet et montèrent dans le carrosse. La reine faillit perdre pied en montant. Voyez maintenant le même texte mais purgé de ses répétitions. Le roi se leva, l'assemblée l'imita. Il salua l'assistance et prit congé. Le monarque rejoignit sa femme qui s'était retirée dans la pièce d'à côté. Elle l'embrassa et lui baisa la main. Le valet du souverain l'informa que son carrosse était prêt. Le couple royal suivit le serviteur et grimpa dans le fiacre. La reine faillit perdre pied en montant. Dans le premier exemple, on évite harassé des répétitions.
reine, roi, retirer, embrasser, valet, etc. Dans le second exemple, on voit l'utilisation de synonymes et c'est agréable à l'ouïe et à la lecture. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment favoriser les synonymes. Le quatrième conseil consiste à rechercher la fluidité. Pour qu'un texte soit agréable à la lecture, il faut qu'il coule de source. Il faut que ce soit naturel, agréable. Pour ce faire, il vaut mieux privilégier un style simple et éviter les longues phrases alambiquées et trop pompeuses, à moins vraiment de maîtriser le style parfaitement. On voudra éviter d'utiliser trop de participes présents, les verbes qui terminent par ANT, par exemple en mangeant, en marchant, en parlant, et aussi d'éviter de mettre trop de que, de qui, ce qui alourdit grandement les phrases. Prenez cette phrase par exemple. Il traversa la grille qui ceinturait la cour du château, regorgeant de fleurs que le jardinier du roi avait plantées l'année précédente. Non seulement est-elle vraiment longue, mais contient-elle un participe présent, regorgeant, et un qui et un que, ce qui alourdit la phrase. Voyez comment on peut la transformer maintenant. Il traversa la grille de la cour du château. Cette dernière regorgeait de fleurs plantées l'année précédente par le jardinier du roi. Dans ce second exemple, il n'y a plus une phrase, mais bien deux phrases, parce que j'ai scindé le tout en deux. Également, le participe présent est remplacé par l'imparfait et le qui et le que sont tout simplement disparus, ce qui allège le texte, le rend plus fluide et plus agréable à la lecture. Le cinquième conseil consiste à varier le rythme. Toute histoire se doit d'avoir un rythme. C'est un peu comme une partition. Il faut veiller à alterner les phrases longues avec les phrases courtes et les phrases plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Il faut également tâcher d'accorder le rythme avec l'émotion que l'on veut faire passer au lecteur. Pour une scène plus relaxante et apaisante, on va favoriser des phrases plus longues, plus posées, tandis que pour une scène plus haletante, on favorisera les phrases plus courtes, plus scindées et plus directes. L'important, c'est d'avoir un bon équilibre entre les phrases longues et les phrases courtes afin que le lecteur ne s'ennuie pas. Le sixième conseil consiste à utiliser les 5 sens. De même que le rythme peut influencer le ressenti du lecteur, l'utilisation des 5 sens permet de faire passer certaines émotions ou certaines ambiances plus facilement. Lors de la description de scène, on a tendance qu'à se borner qu'à la vue et qu'à l'ouïe. Or, les autres sens sont très utiles pour faire passer des sentiments, des émotions et de l'ambiance. Ainsi, n'hésitez pas à distiller dans certaines de vos scènes les autres sens de votre personnage. Par exemple, décrivez l'odeur qui plane sur un endroit lugubre, ou alors la sensation angoissante et rugueuse que votre personnage sent contre ses bottes lorsqu'il marche dans un lieu inconnu. Bref, cessez de ne vous borner qu'à la vue et à l'ouïe, il y a bien plus à exploiter. Le septième conseil consiste à privilégier les verbes d'action sur les verbes d'état. Mais qu'est-ce que les verbes d'état? Eh bien, c'est les verbes comme être, paraître, sembler, demeurer, avoir l'air, rester. Tous les verbes qui informent le lecteur sur l'état de votre personnage plutôt que de lui montrer l'action de votre personnage. Bien entendu, il ne s'agira pas d'éradiquer complètement les verbes d'état. Ils sont utiles, mais il faut éviter d'en abuser. L'idée, c'est qu'il vaut mieux montrer que de dire. C'est le fameux show, don't tell. Voyez par exemple ce court texte. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle fut surprise. Elle ne s'attendait plus à ce qu'il l'invite à danser. Elle semblait très gênée, son visage était tout rouge et ses yeux restaient rivés au sol. Comparez-le maintenant à ce second texte. Lorsqu'il s'approcha d'elle, ses yeux s'arrondirent et sa bouche s'entrebâilla. Elle ne s'attendait plus à ce qu'il l'invite à danser. Elle se mordit la lèvre et joua avec ses mains. Ses pommettes s'empourprèrent et ses yeux se rivèrent au sol. Dans le premier exemple, on informe le lecteur sur l'état du personnage plutôt que de lui montrer comment agit le personnage. Cela a pour effet de réduire la capacité du lecteur à s'immerser dans l'histoire et à ressentir les émotions du personnage.
Vous l'aurez compris, dans le cas où l'on voudrait faire passer les émotions du personnage au lecteur, il vaudra mieux décrire ses actions que simplement les présenter au lecteur. Le 8e conseil consiste à faire des exercices d'écriture. Vous pouvez vous rendre dans des clubs d'écriture, des ateliers d'écriture, mais également sur le web. Il existe plein d'exercices proposés aux aspirants auteurs. Mettez-vous au défi. Par exemple, composez un petit texte, ensuite pigez 5 mots dans le dictionnaire et réécrivez le texte en intégrant ces 5 mots. Vous pouvez aussi choisir d'écrire à la manière d'un auteur que vous aurez choisi, d'une personnalité, peu importe. Vous pouvez aussi choisir d'écrire sous différents points de vue. Par exemple, vous écrivez une histoire d'un point de vue donné et vous la réécrivez d'un point de vue complètement opposé. L'idée, c'est de vous imposer certaines contraintes afin de faire forcer vos méninges et forcer votre esprit à trouver des solutions et à écrire de manière différente. Vous pourriez par exemple écrire un texte et choisir de le réécrire mais en n'utilisant aucun mot qui comporte la lettre B. Ainsi, si vous avez mis dans le premier texte le mot bébé, vous allez devoir chercher des synonymes. Par exemple, vous pourriez mettre poupon, nouveau-né, peu importe, mais ça va vous forcer à faire des recherches, à vous creuser la tête pour revoir le texte et pour le réécrire de manière différente. Pour vous aider à trouver des types de contraintes, je vous propose un livre que j'ai utilisé dans mes études littéraires afin d'écrire de manière différente un même texte et ainsi d'améliorer mon style. Il s'agit du livre Exercice de style de Raymond Queneau. Ce que Queneau a fait, c'est qu'il a composé un petit texte dans lequel il racontait une scène simple et qu'il l'a réécrite de manière différente 99 fois, toujours en s'imposant une contrainte différente. Une des contraintes qui s'est imposée, c'est le logoralie, qui consiste à piger dans le dictionnaire un certain nombre de mots et à les insérer de manière chronologique à la pige dans le texte. La difficulté ici, c'est de les mettre de manière logique. Il faut que ça fasse sens. Cette manière de fonctionner force l'esprit à trouver des solutions afin d'arriver à un but précis. Le 9e conseil consiste à écrire. C'est en écrivant qu'on devient écrivain, qu'on devient expérimenté et qu'on s'améliore. Plus vous écrirez, plus vous vous améliorerez et plus vos textes seront de qualité. N'attendez donc pas d'être un expert avant de vous mettre à la rédaction de votre roman. Écrivez tout simplement, n'ayez pas peur, foncez et vous verrez, ça vous sera très bénéfique. 10e conseil, relié en tout point avec le précédent, il ne faut surtout pas se laisser décourager. C'est normal d'avoir des pertes de motivation, des découragements passagers, mais il ne faut surtout pas lâcher. Si vous arrêtez aujourd'hui, vous avez la certitude que vous ne serez jamais l'auteur que vous voudriez être. Cependant, si vous persévérez, vous avez toutes les chances de devenir un auteur renommé, un auteur publié à tout le moins. Alors foncez, votre texte n'attend plus qu'à être écrit et n'attend plus que vous. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à rester motivé afin d'améliorer votre style. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Également, dites-moi en commentaire quel truc vous comptez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre plume. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas que mes capsules historiques continuent d'être publiées. J'en ai plusieurs en préparation, j'espère qu'elles vous plairont. Sinon, moi je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien, travaillez fort sur vos romans et à la prochaine. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.